Donc, on va passer la parole peut-être à Christine Malfoy pour cette dernière présentation avant de pouvoir discuter un peu plus longuement de ce qu'on a appris pendant toute cette journée. Christine, je vous laisse la parole. Alors non, en fait, a priori, Laurent Huguetto est là, donc Ah, c'est lui qui prend la parole. très bien. Et ben, Laurent, à vous. Merci Christine de me laisser la parole. On s'était organisé parce que la situation sanitaire fait que je ne peux pas rester très très longtemps avec vous, mais je sais que les équipes du département, les services, Christine, depuis ce matin suivent vos travaux menés par Frédéric Jacquemart, la FRAPNA et le GIET. C'est important de situer aussi ce qui s'est passé dans cette journée sur la résolution de systèmes complexes. Alors quand on parle avec Frédéric Jacquemart, évidemment, on goûte ces mots et on a envie d'aller plus loin. Et j'avais promis d'être présent pour montrer la place du département, modeste, hein, sur ces enjeux que sont notamment les espaces naturels sensibles dont on suit évidemment les dossiers Christine Malfoy au quotidien, la question de cette transition ou de cette transformation nécessaire et à mon avis urgente à mettre en œuvre, notamment au niveau des départements, mais pas seulement. Vous avez parlé tout à l'heure au niveau mondial, au niveau, j'imagine, de comment faire évoluer les choses d'une façon un peu plus rapide que ce que ça évolue aujourd'hui. Pour nous, le département, c'était faire à notre niveau, chacun sa part, en fait, dans cette question de l'environnement, du réchauffement climatique et de ces situations au niveau biologique notamment. Ce que je voulais juste vous dire en introduction, puisque Christine évidemment discutera avec vous tout à l'heure, c'était la question de ce qu'a fait le département, de ce que c'était mettre en place le département depuis 2018, avec notamment une question qui me taraudait en tant qu'élu, vous en avez parlé tout à l'heure, c'est quoi le rôle d'un élu? C'est la question qui m'a été amenée à me poser, c'est-à-dire en gros, c'est quoi ton rôle d'élu, si ce n'est d'essayer de changer les choses de façon durable. Pendant des années, on a géré la question financière de nos collectivités en étant écrasé sous le poids des contraintes financières, notamment le coût des collectivités, le coût des services publics et la question de leur place dans la société. Est-ce qu'on avait besoin d'autant de services publics? C'était des questions qui revenaient souvent. Lorsque j'ai pris la présidence du département avec les équipes et les élus, on s'est dit qu'un élu avait comme rôle aussi principal d'essayer de se projeter à 30 ans, essayer de voir ce que saurait l'Ardèche dans les 30 prochaines années. Et on avait subi en 2017-2018 des effets du réchauffement climatique, notamment sur la question agricole, avec 5 phénomènes majeurs sur l'année, de la gel à la grêle en passant par la canicule, et qui ont mis à mal la question de la production agricole de ce département. On est parti sur cette question-là de la transition agricole, et puis on a vu au fur et à mesure qu'on avançait dans le sujet qu'il y avait d'autres sujets à prendre en compte sur cette transition, et notamment la question de la place de l'humain dans tout ça, comment l'Ardéchois dans les 30 prochaines années allait vivre. Et donc on est parti sur ce projet très participatif pour travailler ensemble à notre échelle sur comment amener l'Ardèche à avoir ses réflexions sur son propre avenir, et que ça a interrogé évidemment les élus, mais ses citoyens aussi, de savoir comment les citoyens se positionnaient par rapport à ces questions-là. On a candidaté à des contrats de transition écologique avec les EPCI qui nous ont rejoints, et donc les collectivités qui nous ont rejoints sur ces fiches actions qu'on a élaborées ensemble. Et aujourd'hui, voilà, on déroule un certain nombre d'actions chaque année avec le privé et le public, avec les acteurs privés et publics, les citoyens, et on essaye d'avancer sur cette question-là. Une des principales questions qui nous a amené à traiter la question de l'humain dans la question de la transition, c'était la compétence du département en matière de solidarité, puisque c'est la compétence première du département en matière de soutien aux plus démunis, en tout cas aux personnes les plus fragiles. Et c'est sur la journée de la transition qu'on avait organisée en 2018 où on a eu le plus de personnes qui sont venues témoigner au cours de cette semaine de la transition. Donc vous voyez, la place de l'humain quand même nous interroge. Aujourd'hui, le département déroule cette feuille de route. Alors peut-être pas assez vite, mais ça Frédéric le dira, peut-être pas assez complètement. Mais en tout cas, on essaie de faire notre part dans cette question d'un département qui se veut innovant en matière de réponse à l'urgence climatique et à l'urgence de tout ce qui nous impacte aujourd'hui et tout ce qui va nous impacter dans les prochaines années. Cette pandémie, on ne l'a pas vu venir.
elle est certainement liée à des questions de transition écologique, des questions de maintien de la biodiversité qui est mise à mal. Et sans biodiversité, on s'imagine que ces questions de pandémie s'amplifient au fur et à mesure qu'on reste inactif. Donc l'idée, c'est bien d'accélérer à notre niveau un certain nombre d'actions en matière de conservation de la biodiversité et puis d'innover en matière notamment de l'accompagnement de l'humain dans cette société qui a plus que jamais besoin, je crois, des collectivités, de nous, départements, pour être accompagnés sur ces questions-là, parce que il me semble quand même que dans le débat qu'on a aujourd'hui, si on revient à la base de la base, hein, c'est-à-dire le citoyen, il y a un certain nombre d'idées préconçues, de réponses faciles à des sujets très compliqués, qui ne sont pas forcément les plus adaptés, ou en tout cas qui répondent de façon immédiate à une question qui mériterait peut-être d'avoir plus de débats ou plus de discussions entre nous pour savoir si, sur la durée, c'est bien la bonne réponse. C'est en tout cas ce que Frédéric me disait souvent. Vous avez sûrement des réponses assez faciles à des sujets très complexes. Et je crois que l'élu a besoin de s'entourer, notamment des discussions que vous avez aujourd'hui ensemble, et d'être accompagné dans ces sujets-là. On a organisé, et c'était le grand témoin de l'année, François Gémen, qui est venu témoigner avec nous sur cette journée de la transition en septembre dernier, sur un comité d'experts ou un comité de personnes qualifiées, personnalités qualifiées, qui aura en charge chaque année 6 personnes à peu près, d'experts, extérieurs au département évidemment, d'examiner le rapport d'activité du département pour voir s'il est écolo-compatible ou en tout cas biodiversité compatible avec les actions que peuvent mener les élus sur le territoire. Donc voilà, c'est aussi une manière de donner à d'autres la capacité d'intervenir avec nous et de nous accompagner dans ces questions de politique, des transitions, de transformation profonde de la société et du département. C'est aussi, et je le dis, hein, c'est pour ça que je suis là avec vous aujourd'hui, pour témoigner de l'attachement qu'on a à travailler avec la FRAPNA. C'est historique, Frédéric, depuis des années, où le département entretient de très bonnes relations. Très bonnes relations entretenues aussi avec les services que je souhaite remercier ici du département qui œuvrent auprès de Christine Malfoy sur ces questions d'environnement et de biodiversité. Tant notre politique, je crois, départementale est assez exemplaire en matière d'investissement sur ces questions-là. En tout cas, vous remerciez vraiment tous d'avoir traité ces questions-là, de m'avoir laissé un temps de parole le plus court possible, j'espère pas trop long, mais qui permet de discuter, de commencer le débat avec lequel je vais pouvoir, avec Christine, je vais pouvoir rester un petit peu avec vous et puis après vous quitter pour les questions sanitaires du département avec Madame le Préfet. Voilà ce que je voulais vous dire et merci à vous tous et toutes. Merci beaucoup à toi, en tout cas, d'être venu. Nous y sommes particulièrement sensibles. De rien. Christine maintenant, je crois. Oui, Christine, vous avez la parole si vous voulez. Oui, écoutez, je vais du coup rentrer plus dans le détail. Laurent vous a brossé sa feuille de route politique. Je vais donc rentrer dans le détail de ce qu'est un contrat de transition écologique et finalement pourquoi on s'est lancé dans ce projet. Et finalement, ces contrats ne sont que des outils de gestion. Les collectivités, vous savez, elles ne peuvent intervenir que sur des compétences bien particulières et même si on a des ambitions plus larges, de toute façon, on ne peut intervenir que sur certains sujets qui concernent les compétences départementales. Pour autant, l'intérêt de ces contrats de transition écologique, c'est que normalement, ils étaient dédiés aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération. Mais comme on a été pugnace et qu'on voulait vraiment le faire, on a réussi à le faire et j'espère vous démontrer que même s'il n'y a pas de révolution culturelle, on s'engage vers des choses intéressantes et qui seront quantifiées, donc qui pourront nous permettre d'évaluer la politique publique et de voir si on fait bien en termes de transition. J'essaye de partager la page. Que là, c'est bon? On peut vous le voyez à nouveau? Oui, oui. Ok. Ne mettez pas à plein écran, ça pose problème parfois. Ça a l'air de On marcher. va essayer comme ça? Oui, merci. Donc, je reviens donc aux contrats de transition écologique qui sont juste des outils d'intervention à destination des collectivités. Donc, la doctrine ministérielle, c'était que ce soit des projets co-construits à partir de projets locaux qui étaient déjà dans les tiroirs compte tenu des délais qui nous sont imposés.
avec donc des collectivités partenaires et aussi et surtout des acteurs socio-économiques du territoire. L'idée, c'est de sortir un petit peu de la logique les collectivités par le collectivité et le monde du privé par le monde du privé, et puis les associations aux associations, et il n'y a jamais d'interaction. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'aller travailler avec tout le monde. L'idée, c'était d'avoir des actions très opérationnelles à mettre en œuvre dans les 3 prochaines années. Donc, autrement dit, il fallait vraiment les avoir déjà dans les tiroirs. Des actions structurelles, structurantes, qui visaient à changer l'Ardèche, donc le territoire, à l'échelle des 30 prochaines années. Ça veut dire une mutation économique, une mutation sociologique, enfin vraiment un gros travail de fond. On a un programme qui aujourd'hui compte 80 actions opérationnelles. Et on a eu une première année difficile, mais voilà, à cause de la crise Covid, mais on est bien engagé. Alors en fait, ces contrats de transition écologique sont accompagnés au niveau technique par l'État qui mobilise ses différents services, notamment par exemple l'ADEME sur les questions d'énergie, la Caisse des dépôts sur les questions de financement, l'Agence de l'eau sur les questions d'eau, etc., etc. Il n'y a pas de fonds dédiés spécifiquement, ce sont des fonds de droit commun, mais par contre, ils sont orientés de manière préférentielle sur les territoires qui ont signé des contrats de transition écologique, car ils ont démontré leur volonté d'agir sur ces questions de transition, et donc, a priori, ils sont bons élèves. Et en plus, ils s'engagent à réaliser ces opérations, donc les partenaires savent où ils mettent leur argent, et ils pensent bien que tout ça va trouver un but. Alors là, vous avez la prise du temps. Donc, Laurent l'a dit, en fait, on y a réfléchi dès 2017. Et après avoir donc eu des saisons un peu difficiles, épisodes Sévenol, sécheresse, etc., on s'est posé la question de la manière d'intervenir plus largement sur ces sujets-là. Et au printemps 2018, Laurent s'est empressé d'aller discuter avec le monde agricole et le monde économique pour tester un petit peu leur volonté de travailler conjointement sur ces sujets-là. Et il m'avait demandé d'aller voir les présidents des collectivités, donc établissements publics de coopération intercommunale, c'est-à-dire les communautés de communes ou les communautés d'agglomération. Il se trouve que tout le monde était vraiment partant. En ce qui concerne les élus, c'était même transpartisan. Il y avait une vraie volonté de travailler sur ces sujets-là. Donc, pendant l'été, les techniciens de tous les services ont commencé à compiler ce qu'ils avaient dans les tiroirs et qui pourrait correspondre à ce genre de programme. La question, ce n'était pas de valoriser à tout prix un truc qu'on n'avait jamais réussi à sortir, hein, c'était vraiment de faire sens. Et en septembre, donc, on a organisé une semaine de la transition, en septembre 2018, avec des thématiques qui avaient été déjà un peu dépouillées, on va dire, par les techniciens. On avait repéré des questions importantes pour l'Ardèche, donc la transition énergétique, les mobilités intelligentes, comme dirait Ricard Sénat, nous sommes un territoire entier, c'est-à-dire que on n'a pas les questions de connexion aussi nous concernent. Des métiers qui vont disparaître, des nouveaux métiers qui vont apparaître, peut-être des filières de formation à créer, et puis ne laisser personne au bord de la route. Donc, travailler aussi sur la question du numérique et des connexions numériques, et aujourd'hui, ça prend tout son sens. Ça nous semblait important. On a aussi parlé télémédecine. Le département a été pilote en la matière. Donc, voilà, à force d'être précurseur, en tout cas de réfléchir tôt sur pas mal de sujets, on peut aussi être lauréat et tester des choses sur notre territoire. La télémédecine en est un bon exemple. Et puis, donc, nous sommes soumis à des assecs terribles et en même temps à des épisodes Sévenol violents, même sur le nord du département maintenant. Donc, la question de la transition hydrique et de la transition agricole et sylvicole devait aussi être traitée. Cette semaine-là a été très riche. Il y a eu beaucoup d'intervenants. Et cela nous a conduit donc à avoir un engagement formel de tous les présidents de PCI qui étaient là donc, pendant cette semaine de la transition où plus de 1000 personnes ont débattu. Et donc, lors d'une journée formelle dite conférence des territoires, Madame le préfet a reçu l'engagement du président du département et des communautés de communes
pour déposer au ministère cette demande de construction d'un contrat de transition écologique. Alors, ça paraît complètement anecdotique, ça vous semble évident, et pourtant, on l'a vraiment arraché. Parce que, je l'ai dit tout à l'heure, l'État ne voulait absolument pas qu'un département s'engage dans cette dynamique. Il a fallu qu'on prouve qu'on pourrait y aller tous ensemble au-delà des questions partisanes, parce que ça nous semblait normal de pouvoir peser à 300 000 habitants et ridicule de nous contraindre à travailler sur des communautés de communes qui ne font parfois que 5 000 habitants. Mais vraiment, on a travaillé à vue, on va dire, pendant une année sans être sûr de débloquer ces contrats de transition écologique. Une fois que donc, Madame le Préfet est partie en novembre 2018 avec cet engagement, il y a eu encore des phases de travaux avec les techniciens et les élus, tour des EPCI, constitution de fiches, ensuite on va au ministère qui valide ou valide pas, ça lui plaît pas. Encore une fois, c'est plus complexe que ça n'y paraît. Et au mois de septembre 2019, donc Madame le ministre, Madame Wargon, est venue signer ces contrats de transition écologique. Et puis cette année, donc on a passé une année, on était en clause de revoyure et en septembre, on a fait donc cette fois-ci une journée bilan de nos fiches actions. Donc sur la semaine de la transition, donc le Grenelle qui a eu lieu en septembre 2018, on a travaillé sur les 6 thématiques que j'ai évoquées. L'idée, c'était que chacun vienne avec ses constats et ses états des lieux, qu'il les partage. On a parlé tout à l'heure, Janine a dit que finalement, c'était le point de vue sur les sujets qui parfois débloquaient les choses. L'avantage de ce Grenelle-là, c'est que chacun venait avec son point de vue, ses freins, ses frustrations, ses envies d'eux. Et au final, on a établi une feuille de route qu'on était prêt à mener conjointement. Ça nous a permis aussi de mettre le doigt sur certaines incohérences. Quand on nous dit, par exemple, qu'on veut plus d'énergie renouvelable, mais qu'en même temps, on n'a pas le réseau structurel pour accorder nos champs photovoltaïques ou éoliens sur la structure énergétique. Bon, ben voilà, on peut bien, mais on ne peut pas aller plus loin. Donc, on a fait comme ça émerger nos actions du contrat de transition et on a construit 10 priorités pour notre territoire. Donc, en fait, ces priorités, on les a classées en grandes thématiques. On avait travaillé en atelier et quels que soient les ateliers, donc sur les 6 sujets que j'ai évoqués, la question de l'éducation revenait systématiquement. Alors, comme nous étions entre adultes, évidemment, on a parlé d'éducation des jeunes. Mais chacun sait ici que finalement, c'est intergénérationnel et qu'il faut former tout le monde au fil des ans et qu'on a tous à apprendre. Donc, la première thématique, c'était l'éducation des jeunes, l'implication de l'ensemble des citoyens dans la question dans les notions de transition et dans cette idée de muter vers une nouvelle société. Donc, éduquer les jeunes, c'est vraiment la première priorité. Impliquer l'ensemble des acteurs et citoyens, ça évoque l'idée de former les nouveaux élus qui ont été élus là dans leur mairie et dans leur communauté de communes qui sont des partenaires essentiels donc, sur cette année 2020. Et puis, organiser des rencontres tout public, enfin vraiment élargir l'assiette et que chacun puisse s'informer sur ces questions-là. Ensuite, on a évoqué la question de la ressource. Donc, on a mis sous cette thématique ressources la question de l'eau et de l'énergie. Alors, la question de l'énergie, c'est à la fois en produire de nouvelles, de l'énergie verte, et puis en même temps l'économiser. Donc, travailler sur l'isolation thermique, les gains énergétiques au sein des bâtiments. Et pour ce qui était de l'eau, donc pareil, 2 enjeux, à savoir travailler sur le partage de l'eau, la régulation des ASEC ou des épisodes Cévenol. Économiser la ressource, ça voulait dire aussi aller vers le citoyen et lui proposer par exemple des équipements hydroéconomes sur ses robinets. Donc ça, c'est une action qui fonctionne très bien. Et puis mieux connaître aussi notre ressource et penser à son utilisation à l'échelle de 30 ans. Sur la thématique 3, transition agricole et sylvicole, ce qui est apparu essentiel à tout le monde, c'est à la fois de restaurer et de conquérir les surfaces agricoles ardéchoises. Même si nous sommes un territoire rural, on consomme comme tout le monde beaucoup trop de terres agricoles. Donc, donner les moyens, notamment aux élus dans leurs documents d'urbanisme, d'aller reconquérir des surfaces agricoles. Le département les aide à cela. Et aussi accompagner les filières agricoles au changement climatique avec 2 volets. Un volet études,
quel sera l'impact supposé du changement climatique sur les pratiques agricoles ardéchoises. Qu'est-ce qu'on doit changer? Est-ce qu'on doit changer de semences? Est-ce que, voilà, comment faire évoluer aussi la filière agricole? Et puis, l'accompagner dans les nouveaux modes de consommation. Alors, c'était avant Covid, mais on avait déjà bien remarqué qu'on était en Ardèche, en tout cas, déjà dans une logique de circuit court, de proximité, moins d'intrants, une exigence à une qualité importante, avec finalement plus de bio en Ardèche qu'à peu près partout en France. Donc, l'idée, c'était aussi de sensibiliser les agriculteurs sur ces nouveaux modèles de consommation. Et puis, dernier volet, organiser l'exploitation raisonnée de la forêt ardéchoise. Les acteurs de la filière bois-forêt sont en demande de structuration. Donc, il faut les aider à se structurer. Et puis, derrière, on avait aussi des logiques de transport, des logiques de stockage et des logiques de valorisation dans la commande publique, par exemple, lorsqu'on crée des bâtiments publics, et bien penser au bois local. Donc voilà, on a travaillé globalement sur ce sujet de transition agricole et sylvicole qui est très riche et qui couvre quand même finalement plein de domaines. La question de la valorisation de l'activité agricole, on l'a pris aussi par d'autres biais. On s'est dit qu'un bâtiment agricole, c'est aussi un toit, on peut y faire de la production d'énergie renouvelable et l'idée, c'est aussi d'accompagner le monde agricole avec une sanctuarisation de ses revenus, si on peut le dire comme ça, malgré le changement vers de nouvelles pratiques. Il faut à la fois être incitatif pour changer le mode de production, mais en même temps ne pas paupériser les agriculteurs. Donc, il faut chercher des solutions pour arriver à équilibrer tout ça. Sur la question je vais faire ça parce que je ne vois plus, pardon, j'ai vos têtes sur le côté et du coup, je ne vois plus. Donc, sur la réduction de l'impact social et écologique des mobilités, être empêché de ne pas avoir d'autoroute, ne pas avoir d'aéroport, être obligé tout le temps de prendre la voiture, c'est une réalité pour une grande partie de l'Ardèche. On pourra essayer de développer des réseaux d'autobus urbains. Il y aura toujours des territoires dits empêchés où les gens devront se servir de leur voiture. Donc, ce que l'on veut, c'est réduire l'impact social de ces déplacements et de ces mobilités, réduire si possible la part de budget consacré à ces questions-là en inventant de nouveaux modes de mobilité. Donc, partager les voitures, éviter ce qu'on appelle l'autosolisme à tout prix. Pourquoi pas aussi créer des tiers-lieux qui permettent d'aller travailler, certes pas à la maison, mais moins loin que le lieu d'emploi final, tout en partageant un certain nombre de choses. Promouvoir aussi les mobilités douces. Le département se fait fier d'être un des premiers départements avec des voies vertes, etc. Donc, non seulement pour les loisirs, mais aussi pour le travail, c'est très important. Et promouvoir les innovations de manière générale sur toutes les thématiques. Donc, vous voyez, ce sont des actions ciblées et qui, normalement, devraient être impactantes sur l'Ardèche, son territoire et son économie à l'échelle de 30 ans. Donc, je l'ai vaguement évoqué tout à l'heure. Notre grand témoin était Éric Orsena. Malheureusement, il n'est pas venu. On ne l'a pas vu en chair et en os, mais il nous a laissé un testament sous forme de vidéo qui est disponible sur le site du département et que je vous invite à écouter. Ça dure une vingtaine de minutes et ça vous refera prendre un peu plus de hauteur parce que moi, je vous fais atterrir lourdement là, alors que notre matinée et notre début d'après-midi étaient plus élevés. Éric, évidemment, l'académicien, s'interroge sur le rôle des territoires, sur la transition. Est-ce qu'il vaut mieux voir cette transition nécessaire et urgente à l'échelle mondiale ou est-ce que les petits territoires comme un département ont leur rôle à jouer? Et il est convaincu qu'un territoire comme le nôtre a son rôle à jouer. Il trouve intéressant, comme je vais le parodier ou le citer, il dit on a de l'agriculture, bon, bah, qu'est-ce qu'on en fait? On se retrouve tous ensemble, on dit toi tu veux faire quoi? Est-ce que tu veux continuer à arroser n'importe comment, n'importe quand? Non, il faut apprendre à partager. Et c'est vraiment finalement l'intérêt de ce contrat de transition parce que au-delà des résultats qu'il pourra avoir, le fait d'avoir discuté tous ensemble pendant 3 ans de tous ces sujets nous aura permis de mieux nous connaître
et peut-être de mieux comprendre la manière dont chacun interagit et quels sont finalement ses freins au-delà de ce qu'il en pense vraiment et de ses ambitions. Alors finalement, les contrats de transition écologique, alors comme je vous l'ai dit, on les a arrachés. Alors techniquement, il n'y en a pas un, il y en a deux. Le ministère ne veut absolument pas qu'un département soit identifié comme porteur d'un CTE pour ne pas reproduire l'expérience, même si nous sommes bons élèves. Donc techniquement, il y en a deux, un nord et un sud. Ce n'est pas très grave. On a donc 20 fiches actions qui regroupent au total 80 petites actions très précises avec un porteur de projet, un financeur, un calendrier bien précis et normalement aussi des outils d'évaluation de la politique publique. On a des maîtrises d'ouvrage variées, parfois ce sont des collectivités, parfois c'est multipartenarial, parfois c'est une entreprise, un syndicat, une association. Le but, c'est vraiment d'emporter tout le monde dans la dynamique. Je ne l'ai pas dit, mais c'est intéressant. Le volume financier global estimé pour ce projet est quand même de 231 millions d'euros. Donc, je l'ai dit, deux grands territoires. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a, à part le petit territoire en blanc, donc toutes les communautés de communes et toutes les communautés d'agglomération ont suivi dans cette dynamique avec des choses très intéressantes. L'idée aussi, c'est que sur certains sujets comme le fonds chaleur, par exemple, de l'ADEME, indépendamment, aucune des communautés de communes ne pouvait prétendre à toucher ce fonds chaleur parce qu'il y a des seuils d'entrée qui sont très importants. Et donc, malgré des grands projets, il était difficile de financer ces dispositifs. Alors que collectivement, en portant des contrats de transition écologique, le département donc, est candidat pour le compte 2 et la candidature du département a permis de débloquer ce fonds chaleur. Et aujourd'hui, on a 60 chaudières bois qui vont se monter sur le territoire, ce qu'on n'aurait pas pu faire malgré tous nos efforts de subvention. On n'aurait pas pu le faire dans des conditions, je dirais, classiques d'intervention. Donc, en fait, le fait de densifier notre demande et d'être candidat unique nous a permis finalement d'aller plus loin que ce que pourraient faire les uns ou les autres, quand bien même ils seraient très actifs en matière de transition. On a des territoires qui sont territoires à énergie positive depuis très longtemps et qui, malgré tout, n'avaient pas réussi à monter, à avoir des montages financiers pour leur permettre de faire ça. Voilà les grandes thématiques avec l'Ardèche s'engage à. Donc, il faut être très clair. Le département est porteur de la candidature unique, mais pour le compte de tous les EPCI. Et donc, lorsqu'il collecte des fonds, typiquement les fonds ADEME, il les reverse ensuite aux porteurs de projets. Et vraiment, l'idée, c'est d'être assemblié d'un ensemble de projets structurants pour l'Ardèche et pour l'avenir. Voilà. Autour de nous, donc, se sont trouvés tout un tas, alors les chambres consulaires, évidemment, les communautés de communes, j'en ai parlé, les communautés d'agglomération, un certain nombre d'entreprises privées. On a d'ailleurs des fiches actions qui concernent des entreprises privées à part entière. Le monde du privé a beaucoup apprécié aussi cette dynamique. Au-delà de ce qui peut être proposé dans nos fiches, ils ont identifié des besoins communs ou alors certains avaient des besoins, d'autres avaient les solutions. Donc, le territoire a avancé grâce à ce projet-là. Voilà, donc là, j'en ai fini. Vous avez tous les partenaires et maintenant, je me permets d'être ouverte à vos questions, sachant que Laurent Huguetto est toujours là et qu'il peut vous répondre. Merci à tous.